La boue craquait sous les roues comme une musique lente et mauvaise. La pluie tombait en traits raides qui frappaient le visage du garçon avec une froideur coupante. L'odeur lourde de terre remuée s'en mêlait au parfum discret d'un costume trempé, et le cliquetis du métal contre le pavé sonnait comme un petit cri. Julien avait les mains crispées sur la barre, le pantalon collé à la peau et ses chaussures vernies s'enfonçaient dans le sol mou. Autour, les néons d'un café reflétaient des ombres pressées. Un groupe de personnes contourna la flaque sans regarder vraiment. Karim arriva sans avertissement, les baskets boueuses, le souffle court, et dit simplement « Tire sur ma main, je vais te stabiliser ». Sa voix était ferme et douce à la fois, comme si la pluie elle-même le soutenait. Julien, surpris, sentit une paume rugueuse se poser sur la sienne et murmura, la bouche tordue par l'effort « Je ne peux pas remonter, je vais glisser ». La promesse de comprendre pourquoi ce geste allait tout changer attendait plus loin, mais pour l'instant, il y avait seulement la boue, deux corps, une main tendue et l'étrange calme qui suit une décision. Restez, la suite révèle pourquoi un garçon de la rue a bouleversé une famille entière. La voix de Karim n'avait pas d'arrogance, seulement l'habitude de devoir agir vite. Il força, sentit les muscles du bras de Julien se détendre, puis se raidir, entendit le frottement sourd des roues contre le trottoir. « Regarde-moi, parle-moi, pousse tes pieds contre le bord » dit Karim en respirant le goût métallique de la pluie. Julien répondit d'une voix presque étranglée « J'ai peur, ma jambe tire, je crois qu'elle a glissé ». Karim posa son front contre l'épaule du garçon pour mieux l'aider à trouver un appui et chuchota « On y va ensemble, un pas, deux pas, souviens-toi de ton nom et de ta force. » Le contact était sale et réel, la boue sur leurs paumes racontait une histoire que ni l'un ni l'autre n'avait choisie. Autour d'eux, une voiture klaxonna, quelqu'un lança un « dépêchez-vous » sans arrêter, et Claire, la sociale travailleuse, s'approcha enfin, essuyant son impair avec lenteur, comme si elle réalisait qu'une main était vraiment nécessaire. Ce moment initial fit éclore une question commune à tous les témoins. Pourquoi personne n'avait eu ce réflexe avant et pourquoi ce geste imprévu ouvrirait une porte que personne n'avait imaginée? Après le secours immédiat, sur un trottoir transformé en bouillie, la réaction de la famille fut presque silencieuse. Monsieur Laurent, le père de Julien, blanchit en voyant le pantalon partiellement déchiré, puis inclina la tête comme pour mesurer la gravité. Madame Laurent couvrit la bouche, le parfum de son rouge à lèvres se mêlant à l'odeur de pluie. Inès, la sœur de Julien, pressa une couverture contre ses épaules entre deux sanglots. « Il est blessé ici, dit docteur Moreau, en palpant l'articulation, mais ce n'est pas posé de fracture nette, on doit le conduire à l'hôpital pour examen. » Les mots flottaient, clairs comme des bouteilles lancées sur une mer agitée. Julien regarda Karim, ses yeux brillants d'un mélange d'humiliation et de gratitude, et balbutia « Merci, vraiment. » Karim répondit en haussant les épaules « C'est normal, faut pas rester là. » La scène fut remplie de petits détails sonores et tactiles. Le papier plastique de la couverture qui froissait, la respiration lourde de Julien, le cliquetis des boutons de la veste de M. Laurent. Ce fut dans ce pan de rue que naquit la curiosité. Qui était ce garçon qui avait choisi d'entrer dans la boue pour tirer un fils de famille riche hors d'un piège que les autres avaient ignoré? Trace du passé de Karim. Il était né dans un quartier d'immeubles où les ascenseurs cédaient plus souvent que les promesses. Son enfance avait l'odeur du pain rassis et le son des télévisions qui criaient plus fort que les conversations. Sa mère, Samira, travaillait de nuit au pressing, les mains toujours froides, et lui apprit tôt à se débrouiller sans attendre d'applaudissements. À 10 ans, il vendait des journaux sous la pluie pour quelques centimes, apprenant la valeur d'un geste qui changeait la journée d'un autre. Adolescence rime avec rue, petit boulot, débrouillardise et rêve d'échapper. Il n'a pas eu d'école traditionnelle, mais il a fréquenté la bibliothèque municipale, s'asseyant sur les marches pour lire en cachette, sentir l'encre sur ses doigts et imaginer des mécanismes simples pour réparer ce qu'il trouvait cassé. Les années lui ont appris une règle simple et rude. Quand tu vois, tu fais. Ce principe l'avait guidé la veille encore, quand il avait aidé une vieille dame à traverser un marché glissant, et le mena ce soir-là sous l'averse vers Julien. Formation et métier improvisé. Karim n'est pas ingénieur de formation, mais il a des mains qui comprennent le métal et le bois. Il a appris à recoudre des semelles, à coller des roues de chariot et à souder des morceaux de fer récupérés.
Il appelle son atelier sa caisse de miracle, une poussette transformée en établi, une lampe rechargée volée aux poubelles d'un magasin. Là, il a monté de petites inventions qui rendent la vie plus facile aux gens du quartier. Des systèmes d'attache bon marché pour les poussettes, des supports pour béquilles. Son apprentissage est empirique, bourré d'essais et d'erreurs, de nuits sans sommeil et d'odeurs de soudure. Les voisins l'ont connu comme celui qui continue quand tout le monde baisse les bras. Sa motivation est simple, rendre les choses accessibles, parce qu'il sait ce que ça coûte de ne pas pouvoir se déplacer. Perte et horreur. À 15 ans, Karim a vu son frère aîné tomber sous un camion mal arrêté lors d'une livraison improvisée. L'odeur d'essence et la panique de la foule sont restées gravées en lui comme une leçon douloureuse sur l'urgence de l'aide. Depuis, chaque fois qu'il entend un cliquetis de métal en détresse, il sent une pression dans sa poitrine qui l'oblige à agir. Cette perte a forgé sa capacité à faire face à la peur des autres sans effondrement. Il porte encore la cicatrice sur la main droite de la tentative vaine de retenir la perte. Il a juré de ne plus laisser une personne seule quand il peut faire quoi que ce soit. Présent et espoir. Aujourd'hui, Karim rêve d'un atelier stable, d'outils dignes et d'une petite école technique pour apprendre aux autres à bricoler et gagner une autonomie. Il parle souvent de créer un système de roues adapté au terrain boueux, quelque chose de simple et peu coûteux. Il a une foi tranquille que les compétences pratiques peuvent recoudre des vies. Cette foi l'a poussé, sans réfléchir, vers la boue où se trouvait Julien. Trace du passé de Julien. Il a grandi dans un appartement avec vue sur la ville où les vitres étaient nettoyées par des services payés et les vitesses réglées par des aides. Son enfance a été lisse comme un satin, remplie de leçons de piano et de clubs sportifs. Mais il y a des fissures invisibles, des attentes qui serrent la gorge. À 8 ans, il apprit que l'image comptait plus que le sourire, qu'un bouton troué méritait une explication précipitée. Il a appris à ne pas montrer la faiblesse. Sa formation a été classique, école privée, tuteur, voyages estivaux encadrés. Sa langue a appris le vocabulaire des privilèges, sa démarche celle des plans tracés. Perte et doute. La pression familiale était une présence froide. Son grand prix d'école ne coulait pas sans sacrifice. Une année, son meilleur ami a quitté le cercle familial pour une bourse loin d'ici. Et Julien sentit alors un vide qui ne se comblait pas par les compliments. Il a connu des moments d'angoisse dans le silence d'une chambre immense, des nuits où le luxe sonnait creux. Cette histoire intérieure l'a rendu fragile quand la boue a touché sa veste. Ce n'était pas la douleur physique qui l'effrayait, mais l'idée d'être exposé sans protecteur. Présent et remis en question. Après l'incident, Julien a senti que quelque chose en lui se brisait et pouvait aussi se réparer. Il vit la main de Karim comme une vérité brute qui le rendait humain. Il se promit de comprendre ce geste sans quarantaine. Sa curiosité est devenue une décision, rencontrer la réalité qui l'entourait au lieu de l'esquiver. Le lendemain, l'hôpital résonna de pas feutrés et de bips électroniques. Dr Moreau expliqua à monsieur et madame Laurent que l'entorse nécessitait repos et rééducation et que le pronostic était favorable. Claire prit des notes et proposa de contacter l'assurance mais aussi d'organiser un accompagnement social. Sophie, la journaliste du quotidien local, passa un coup de fil, curieuse du contraste entre le luxe de la famille et le garçon de la rue qui avait sauvé leur fils. « Comment a-t-il fait pour être là ?» demanda Sophie en regardant Karim. « C'était instinctif ou planifié ?» répondit Karim en haussant les épaules. « C'est instinctif. » Rachid, un ami de Karim, intervint. « Il aide toujours, c'est comme ça. » Antoine, un ingénieur bénévole, regarda les chaussures de Julien et dit « Il faut penser à des dispositifs qui empêchent ce genre d'accident. » Ces échanges mêlaient gratitude, gêne et l'émergence d'une obligation inédite entre deux mondes. On sentit le bruit lointain d'une cafetière, le goût amer d'un expresso qui circule et le froissement des feuilles du dossier médical. La tension monta parce que l'offre d'aide surgit et le refus paternel aussi, installant un dilemme de fierté qui allait tester les personnages. Moment de tension 1. La première vraie tension survint quand M. Laurent posa la question qui pesait sur la famille. « Pourquoi cette main venue de nulle part sauver mon fils ?» Et que Claire répondit en évoquant un système d'entraide de quartier. Les mots s'entrechoquèrent, chacun sentant l'ombre du jugement. Julien pensa à la honte, Karim sentit le poids du regard. La mémoire du frère perdu remonta chez Karim et lui donna la force de dire « Je ne cherche rien en retour ». Mais la fierté de M. Laurent exigea une condition, un reçu de bonne intention. L'air autour devint lourd, la respiration ralentit, les souvenirs actifs comme des images qui s'imposent.
Au bout d'un silence épais, Inès prit la main de son frère et souffla « Accepte l'aide, papa ». Ce fut une victoire fragile, un accord tacite qui ouvrit la voie à une offre qui ne serait pas qu'un chèque, mais une proposition de partenariat. Le projet prit forme dans des réunions où les couleurs et les textures prirent vie. Karim parla de sa roue adaptable, décrivit la pièce de métal qui évitait l'enlisement, expliqua comment un ressort calibré réduirait la force d'aspiration de la boue. Antoine apporta des plans, Claire fit le lien avec une ONG locale, l'atelier municipal proposa une machine de découpe. Les images olfactives furent la sueur salée de l'effort, le son des perceuses, le goût du café serré partagé à l'établi. Les échanges devinrent techniques et concrets. Si on renforce l'axe de la roue de 20%, on gagne en stabilité, dit Antoine en montrant des chiffres simples. Karim répondit, on peut utiliser des matériaux recyclés pour tenir les coups faibles. Ces détails techniques furent expliqués avec chiffres et simplicité, montrant comment un prototype pourrait coûter 30 € par kit et être distribué via des associations. La communauté gronda d'intérêt, Rachid organisa la collecte de matériaux, Sophie se proposa de couvrir le projet dans la presse et Claire obtint un contact avec la Fondation Dubois qui soutient des initiatives locales. Le Grand Rosgat eut lieu un dimanche humide, exactement là où Julien avait glissé. La caméra mentale capta chaque son, l'eau qui glissait en ruban, le cri surpris d'un cycliste, le raclement d'une roue contre la pierre. Le dispositif prototype que Karim et Antoine avaient assemblé depuis des semaines était fixé sur une chaise roulante mise à l'épreuve. Julien, volontaire et tremblant, s'assit et sentit la différence immédiate, une stabilité nouvelle, une roue qui mordait la terre au lieu de s'y engloutir. « On y va doucement », dit Karim, puis pousse un peu plus fort, sans le mouvement. Les échanges furent rapides, denses, précis, 6 à 8 répliques où la confiance se tissait. Julien répondit « Je sens que ça tient » et ajouta « Merci, je ne pensais pas qu'on pouvait améliorer ça aussi simplement ». La pluie martelait encore, mais cette fois, le bruit ressemblait plus à une ovation qu'à une menace. Les descriptions sensorielles étaient multiples, le goût de la victoire un peu salé, l'odeur d'huile sur le métal réchauffant l'atmosphère, le contact rugueux des poignets, le visuel d'une roue qui mordait la boue et la sensation de soulagement qui traversa tout le quartier. Moment de tension 2. Le test final ne fut pas sans peur. Une roue se bloqua soudain, un bruit aigu déclencha des souvenirs de l'accident. Karim sentit son cœur partir à la course, revoit le visage du frère, la peur de l'échec. Julien, serrant les poignets, se remémora la chute et dut choisir de ne pas reculer. Les pensées s'entremêlèrent, la décision finale fut collective, ralentir, stabiliser, réparer. Antoine posa calmement sa main sur la fixation et dit « La vie est desserrée, garde ton poing en arrière, on resserre et on repart ». Cette pause permit à chacun de respirer, d'évoquer l'histoire personnelle qui les avait amenés là, et la réparation devint un acte de confiance. Ce fut un moment où l'action technique et l'émotion humaine se confondirent, et la résolution renforça le lien entre eux. L'offre qui suivit prit la forme d'une proposition concrète et embarrassante pour la fierté de M. Laurent. Claire expliqua le plan, une bourse pour un atelier de formation, un partenariat avec la Fondation Dubois, un financement initial pour produire 100 kits de roues adaptées et une promesse d'embauche pour Karim comme coordinateur technique. Monsieur Laurent regarda son fils et dit « Je veux comprendre pourquoi vous proposez cela ». Karim répondit « Parce que je veux que personne ne reste coincé dans la boue ». Inès ajouta « Parce que papa doit apprendre à lever la main aussi ». La négociation fut pleine d'émotions, de calculs et de résistance. Les dialogues furent denses, avec au moins 6 répliques montrant hésitation, fierté, générosité, conditionnement et enfin accord. Sophie enregistra, prête à raconter cette histoire qui semblait transformer l'aide en partenariat durable et non en simple geste de charité. Moment de tension 3. La signature du partenariat fut presque angoissante. Monsieur Laurent demanda des garanties financières, redoutait la médiatisation, craignait que l'image de sa famille soit exploitable. Claire proposa un cadre juridique, Antoine accepta des clauses de transparence et Karim fut invité à présenter son plan devant un comité. Il sentit la pression comme un étau, mais utilisa la mémoire de son frère pour parler avec force. « Je veux juste que ça marche », dit-il, et ses mots touchèrent des cœurs. Après une brève délibération, la Fondation Dubois accepta une phase pilote de 3 mois. Ce fut un moment où l'orgueil et la responsabilité se confrontèrent. Et la décision d'aller de l'avant fut prise dans une atmosphère de confiance fragile mais réelle.
La construction du projet transforma la rue et l'atelier. Karim organisa des sessions où Rachid, Inès, Antoine, Sophie et d'autres venaient apprendre à fabriquer les kits. On parla de processus, découpe, montage, test, ajustement. Les descriptions techniques furent présentées de façon simple. On parla de tolérance, de matériaux recyclés, d'un plan de coût détaillé à 30 € par kit et d'une production de masse qui pourrait descendre le prix à 20 € si les dons matériels suivaient. Claire établit des partenariats avec l'école municipale et un centre de rééducation. Dr Moreau valida l'ergonomie avec des patients et une petite équipe de bénévoles prit en charge la logistique. Les scènes de travail sentaient le métal chaud, l'huile, le café renversé et la camaraderie. Les dialogues d'atelier furent nombreux et ouverts, 4 à 6 répliques à chaque rencontre, montrant apprentissage, erreurs, rires et progrès. Sophie rédigea un long article qui fit basculer l'intérêt public vers cette solution modeste mais efficace. Un mois après, la vie quotidienne portait des signes tangibles. 100 kits avaient été produits, 30 familles avaient reçu une aide pour traverser des zones boueuses et 5 écoles locales testaient les prototypes avec des enfants. Karim recevait des courriers, des remerciements écrits et des invitations pour parler de son processus. Monsieur Laurent avait financé une salle d'assemblage. Inès animait des ateliers pour les adolescents. Et Claire notait une augmentation du nombre d'inscriptions au programme de formation. On entendait des témoignages, des voix reconnaissantes, des chiffres simples qui montraient un début concret. Les sensations physiques restaient présentes, le bruit sourd des outils, l'odeur du métal chauffé, le goût du pain partagé après une journée de travail. Les relations avaient changé, des amitiés naissaient et la communauté commençait à penser en termes de solutions plutôt que de pitié. 3 mois plus tard, l'effet s'amplifia. La Fondation Dubois confirma un financement additionnel pour étendre le projet à 2 quartiers voisins. 200 kits supplémentaires furent mis en route. Un protocole de formation fut validé par l'école technique municipale. Et Dr Moreau signa une convention pour intégrer des tests d'ergonomie dans les consultations. Karim devint officiellement coordinateur, avec un petit salaire et une responsabilité administrative nouvelle. Antoine et Sophie aidèrent à formaliser un manuel de montage et à créer des tutoriels vidéo. Des nombres clairs firent leur apparition, 300 personnes aidées, 12 ateliers formels, un budget initial transformé en programme durable. Les voix locales changèrent, des parents remercient sur les marchés, des enfants montrent des roues aux amis avec fierté. La musique de fond était celle d'une ville qui apprend à réparer ce qui semblait irréparable. 6 mois après, la transformation était palpable et plus vaste que prévu. Le projet, rebaptisé Roue Solidaire, avait établi un réseau de 10 centres de montage, touché plus de 1000 personnes et obtenu l'appui de 2 entreprises locales pour fournir des matières premières. Une microfondation fut créée pour assurer la pérennité, avec des comptes rendus transparents et des rapports d'impact. Karim dirigeait la formation. Rachid avait été embauché comme logisticien. Inès menait des ateliers pour les jeunes filles. Sophie couvrait les histoires individuelles pour inspirer d'autres régions. Antoine supervisait la qualité technique. Et Claire structura les parcours de réinsertion professionnelle. Les chiffres parlaient. 1200 bénéficiaires recensés, 10 centres actifs, réduction de 60% des incidents liés aux terrains impraticables dans les zones couvertes. Mais au-delà des nombres, la transformation humaine était profonde. Julien avait cessé d'avoir honte. Monsieur Laurent acceptait désormais de participer aux assemblées, et la communauté reprenait confiance en ses capacités. La leçon apparut claire, énoncée par Karim lors d'une soirée devant une table couverte d'outils. On n'a pas inventé le miracle, on a inventé la manière de ne plus rester bloqué. Cette phrase devint un refrain, un petit mantra que les volontaires répétaient comme une vérité simple et dure. La conclusion reviendrait toujours à la même image, un bras tendu qui change un destin. La boue du premier jour était devenue le terrain d'une invention collective, et le geste d'un garçon de la rue avait provoqué une chaîne de décisions qui transformèrent des vies. Le projet Roue Solidaire avait prouvé qu'une offre concrète, pensée comme partenariat et non comme charité, pouvait créer un héritage durable. Les chiffres et les noms restent. Karim, coordonnateur. Julien, ambassadeur du programme. Monsieur et Madame Laurent, partenaires financiers. Claire et Dr Moreau, pilotes institutionnels. Antoine et Sophie, facilitateurs. Rachid, logisticien. Inès, animatrice. Si cette histoire vous touche, partagez-la. Inscrivez-vous pour suivre l'évolution et surtout, pensez que quand quelqu'un tend la main, ce n'est jamais une dette, c'est une possibilité.